Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end pour faire un petit peu le point sur les marchés. Alors, exceptionnellement, j'aurai pas le temps de faire la vidéo à la clôture des marchés ce soir, donc je la fais avant notamment l'ouverture des US. Donc on verra combien de temps l'analyse est bonne, mais toujours est-il, on va prendre du recul, donc ça devrait être bon encore peut-être pour la semaine prochaine. Donc globalement, il est, au moment où j'enregistre la vidéo, ça peut être utile peut-être pour certains, il est 2h15 de l'après-midi, donc encore une petite heure pour l'ouverture des US. Et globalement, donc, on s'est fait retourner comme une crêpe suite, alors ça avait déjà commencé, on a vendu la news du CPI, donc CPI américain qui est ressorti en deçà des attentes, donc c'est positif bien entendu, donc on se dit chouette, c'est le pivot, machin bidule, très bien. Sauf que évidemment, ce qu'on se dit aussi, c'est il y a la double face. C'est plus l'inflation va baisser vite, plus ça nous soulage en nous laissant penser que les banques centrales vont un petit peu se dérider. Et comme on l'a vu dans les discours, si en effet on réduit la hausse des taux, mais ça on le savait déjà, les discours restent quand même très hawkish, mais on peut le comprendre aussi, c'est-à-dire que c'est pas maintenant pour la crédibilité des banques centrales, je veux dire, elles ont suffisamment perdu de crédibilité déjà tout au long de cette année pour que maintenant elles deviennent proactives. Une banque centrale, c'est réactif, et donc en gros, c'est normal qu'ils se réveillent toujours après la musique. Et Lagarde, je pense qu'elle touche le pompon, puisque Lagarde nous a fait un discours hier qui est digne du discours qu'elle aurait dû faire il y a 6-9 mois, quand le discours à l'époque était l'inflation, c'est pas un problème, ça va être temporaire. Et je rappelle, temporaire, c'était très mal calculé, très mauvais mot. Le vrai mot, c'est transitoire, et transitoire, ça peut durer 1 an, 2 ans, comme je le répète, mais la problématique, c'est que quand vous avez commencé à utiliser temporaire et que vous plantez, quand vous utilisez transitoire, ben, plus personne n'y croit. Or, et tout le monde transforme la définition du mot transitoire, qui est ce qu'il est, il n'y a pas de timing attaché, et c'est bien ça, hein, l'idée c'est qu'on reste sur de l'économie, et donc ça se passe pas en 2 mois. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, on a mis la machine en route. Donc on a mis la machine en route de la désinflation. Et maintenant, la grosse question, c'est, pour moi, 2023, le marché ne va faire que réagir en fonction de à quelle vitesse l'inflation baisse. Est-ce qu'elle baisse très très rapidement? Et si elle baisse trop rapidement, oh mon Dieu, on va se taper une sacrée récession. Et en plus, comme mes banques centrales continuent d'être un petit peu avec les œillères, c'est-à-dire, alors à titre perso, je ne pense pas qu'elles ont les œillères, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'elles pensent vraiment et le discours qu'elles doivent donner, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être trop dovish tout de suite, trop rapidement, parce que évidemment, le marché a encore énormément de liquidités, et ça serait globalement ne pas relancer un petit peu la machine spéculative et ne pas permettre au marché de pleinement se dégonfler. Donc on joue la montre, et en gros, on joue un jeu d'équilibriste où il faut continuer de dire au marché « Ah mais non, 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 je ne vais pas être sympa », donc il faut continuer de pouvoir un petit peu dégonfler la bulle, ça permet à l'inflation de se résorber, mais il faut à un moment donné manier un petit peu tout cela avec des gants de velours tout de même, parce que si on casse un petit peu trop la motivation, le consommateur et les entreprises, ben certes l'inflation va baisser, mais à un moment donné le comble, ça va être qu'on va se remettre à parler de déflation, parce qu'à un moment donné, quand on va se rendre compte que l'inflation baisse tellement vite qu'on va se taper une récession beaucoup plus forte que ce qu'on prévoit pour l'instant, et donc à un moment donné on va se dire ah ouais, mais maintenant la problématique des banques centrales, c'est de ne plus avoir la capacité ou d'avoir réagi trop tardivement pour éviter une récession plus dure que ce que l'on croit, éviter que l'inflation finalement certes baisse, mais revienne au niveau des 2 ou 3% globalement sous une courbe plate. Et si on arrive en mode couteau qui tombe, vous allez voir, le marché va reprendre peur en disant « Oh mon Dieu, la déflation, etc. » Et là, on reparlera de le Japon, exemple, avec 20 ans d'avance. Mais voilà, c'est toujours la même chose. La problématique, c'est le timing. Donc pour l'instant, on en est là, globalement, et ce que l'on voit, c'est que le marché, il ne faut absolument pas sous-estimer
qu'on est sur de la fin d'année également. Donc il ne faut pas sous-estimer qu'on a vendu les nouvelles. On a vendu globalement tout ce qu'on savait déjà. On n'a rien appris des banques centrales. Le seul petit point, un petit peu de stress au niveau de la banque centrale américaine, c'est le fait que dans les dot plots, globalement, on va monter les taux un petit peu plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc en gros, on fait moins de hausses de taux, des hausses de taux moins fortes, mais on va les poursuivre dans le temps et on va en faire une de plus que le marché n'avait pas globalement anticipé. Bon, si vous regardez ces vidéos-là depuis déjà quelques semaines, il n'y a rien de nouveau, on l'avait déjà dit, on en a déjà parlé, mais en gros, ça va être toujours cette petite bataille où le marché a un petit peu peur que voilà, les banques centrales éventuellement aillent un petit peu trop loin pendant trop longtemps, et auquel cas ça fera peur sur la récession. Mais les banques centrales également, elles aussi sont bien conscientes que les hausses de taux qu'elles font maintenant ne vont avoir un impact sur l'économie que dans 6-9 mois. Donc trop les monter maintenant, potentiellement c'est que dans 3 mois qu'on va commencer à avoir l'impact des précédentes hausses à 0,75. Et si dans 3 mois, globalement, on se rend compte que tout est en train de partir en mode chute du Niagara et pas en mode un petit peu pente douce, c'est là où les banques centrales repaniqueront dans l'autre sens et globalement, ça sera un petit peu trop tard puisque le marché prendra peur sur l'aspect récession et non plus sur l'aspect inflation. Bref, les serpents qui se mordent la queue, c'est toujours la même idée. Donc, voilà un petit peu où on en est. Donc globalement, ça faisait un mois et demi qu'on était dans des tendances de recovery, surtout sur les valeurs cycliques, parce qu'on jouait surtout l'aspect que l'inflation baisse, donc, et surtout l'avantage, c'est que l'économie est résiliente. Donc mes valeurs cycliques, mes valeurs industrielles, de manière la plus large possible, en fait, vont avoir un effet de base très intéressant. Si en 2023, en effet, l'économie ne se saborde pas et qu'on reste sur un ralentissement économique qui nous amène en légère récession peut-être sur l'Europe et on reste positif sur les US, le marché peut se dire que justement, avec l'inflation qui baisse, ça permet de réduire les coûts de production tout en ayant passé des hausses de prix d'ores et déjà, que les clients acceptent. Et pour les valeurs qui ont vraiment un pricing power, c'est de la marge supplémentaire. Donc c'est là où il faut bien se dire, sur 2023, ce qui va être très important, c'est où on met le curseur au niveau de la vitesse de la dégradation de l'inflation et donc du coup au niveau de la vitesse de la dégradation du ralentissement économique. Et en fonction de ça, on va continuer de privilégier des valeurs cycliques qui ont la capacité donc d'avoir conservé leur marge, voire de les augmenter, parce qu'elles vont profiter d'une baisse de leur prix de production tout en continuant de vendre au même prix. Ou au contraire, on va casser en deux les valeurs cycliques, parce qu'on aura à ce moment-là la peur d'une récession bien plus dure, et du fait que psychologiquement, vous savez, quand vous faites une erreur et que vous vous acharnez sur cette erreur-là, quand finalement vous réalisez votre erreur, vous allez de l'autre extrême et vous acharnez là-dessus. Les banques centrales font exactement la même chose, c'est que pendant un an, l'inflation était temporaire, c'était pas un problème, on gardait les taux bas, puis on shift complètement, et là, le discours de Lagarde, encore le discours de Powell, pour moi, c'est justement le discours qui est le plus équilibré, parce qu'il manie un peu les deux. Et en gros, il dit qu'il va rester dur, de toute façon, il ne peut pas dire autre chose, je veux dire, c'est pas le moment de relaxer le marché, parce que, certes, l'inflation baisse, mais, je veux dire, il y a encore énormément de boulot, hein, donc c'est une bataille, mais c'est pas la guerre, comme je peux le rapporter dans les chroniques. Mais Lagarde, voilà, on sait très bien que l'Europe, c'est pas la même situation que les États-Unis. L'Europe, ça sera bien plus compliqué, et la marge de manœuvre est bien plus fine, et le discours de Lagarde est un discours qu'il fallait avoir il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est plus le discours à avoir. C'est le discours que, certes, il ne faut pas relâcher la pression pour l'inflation, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise liée à la guerre en Ukraine, en Europe. On est sur une crise au niveau de notre inflation qui est liée essentiellement au prix de l'énergie. Et si on veut saper l'inflation en montant les taux, on va surtout saper le consommateur et donc la croissance. Et tant qu'il y a la guerre, les prix de l'énergie resteront sous tension. Donc en gros, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc malheureusement, je pars du principe qu'on a une fois de plus réalisé que l'Europe est un petit peu à côté de la plaque.
alors qu'on avait de la surperformance, si on regarde ce dernier mois, comme on a des indices qui sont très cycliques, on avait acquis de la surperformance. Et là, donc, on la perd, on la saborde un petit peu, il faut voir combien de temps ça va durer, avec ce genre de discours-là qui démontre que on est un petit peu à côté de la plaque. Mais toujours est-il, il faut un petit peu savoir prendre le recul nécessaire pour comprendre un petit peu si on casse la dynamique de court terme, très bien, mais à moyen terme, on reste quand même dans des constructions. Donc c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer, donc on regarde un petit peu le Nasdaq. Globalement, notre ami le Nasdaq a vendu la nouvelle du CPI, a confirmé ensuite avec la Fed, et on a confirmé ici. Alors évidemment, tout le monde va vous parler des 4 sorcières, etc. C'est toutes les options et tous les contrats, etc. qui arrivent à échéance. Il faut se dire qu'avec les 3 dernières séances, globalement, les mecs n'attendent pas le dernier moment pour boucler leur position, faire les rollovers, etc. On parle d'échéance, donc c'est votre deadline, c'est votre limite. Mais évidemment, la majorité le font avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas énormément de volume, hein, ça reste une fin d'année, une fin de trimestre. Donc il faut bien considérer aussi aujourd'hui que la volatilité que l'on a sur le marché, il faut bien intégrer que ça vient après une année qui a été baissière, une année qui a été éreintante, fatigante pour la majorité des gérants, et donc c'est l'occasion un petit peu de boucler l'année, de finir le window dressing et le tout dégoupiller. Donc en gros, avec les dernières stats que l'on attendait, avec les banques centrales que l'on attendait, maintenant en gros on déboucle pas mal de positions, on nettoie les portefeuilles pour faire une jolie brochure, pour essayer de garder un petit peu les fonds, parce que ça sera le nerf de la guerre pour l'année prochaine. C'est petit à petit, comme on va réduire les liquidités, et ben, le nerf de la guerre, ça va être que comme le gâteau en entier commence à se rétrécir, ben, il n'y a pas trop le choix, il faut essayer de conserver sa part du gâteau ou aller un petit peu piquer chez le voisin. Et il y a cette petite guerre entre obligations et actions qui continuera sur ces eaux-là. Donc, ce qui plus est, si on commence à penser un petit peu plus récession dure, on va venir se protéger un peu plus avec de l'obligataire. Pas nécessairement jouer sur le taux, hein, donc il y a beaucoup de trucs qui sortent actuellement pour vous dire investissez sur une obligation à 10 ans à 3% globalement et à échéance. Donc du coup, vous vous moquez un petit peu de la variation du prix sur le marché secondaire de l'obligation, vous touchez vos coupons de 3% tous les ans et vous avez le remboursement à échéance, il n'y a pas de faillite d'État bien entendu, dans 10 ans. Très bien, c'est une façon de le jouer, mais globalement 3%, même à échéance, vous n'avez absolument aucune visibilité sur l'inflation. Si demain l'inflation est à 3%, en gros vous êtes à 0 net, et puis si on part sur des cycles un peu plus inflationnistes, inflation linéaire dans les 10 années à venir, pourquoi pas, vous êtes en déficit. Et globalement, si on retourne en mode Japon, déflation et compagnie, ou inflation très basse, vous avez fait un bon placement, vous allez avoir un équilibre. Bref, c'est un pari, mais pour moi le vrai pari globalement c'est jouer le prix des obligations également. Donc sur la baisse de l'inflation, jouer la baisse des taux également, et à partir de ce moment-là, jouer la baisse du dollar, et si on n'est pas jouer le hedge de cette manière-là. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fera partie peut-être des vidéos un peu plus axées sur qu'est-ce qu'on peut jouer, j'en ai déjà fait, on rentrera un peu plus dans le détail également, et je vais faire un appel dans cette vidéo. Premier appel, déjà n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Deuxième appel, c'est de me proposer des actions, peut-être que je le rappellerai dans la seconde partie, mais c'est de me proposer peut-être votre top 3 ou votre top 5 actions, que ce soit sur Euronext, que ce soit ailleurs, sur les US ou ailleurs. Voilà, proposez ces actions-là, mettez un petit topo pourquoi, globalement, et ça permettra, je dirais, de faire une concaténation, une consolidation, et après, je recracherai également mes idées de top 3, top 5, peut-être en différentes catégories, parce que c'est difficile de faire juste un choix top 5. Alors, je ferai juste mon choix top 5, et après plusieurs catégories, et du coup, également, je reprendrai ce qui a été diffusé par l'académie, par la communauté, et à partir de ce moment-là, ça fera peut-être une espèce de watchlist pour que tout le monde puisse puiser dedans, et ça permet peut-être de démarrer un petit peu l'année, en tout cas en sachant quoi regarder, plutôt que de se faire noyer par 500 titres. Donc voilà un petit peu
pour cette idée-là. Donc n'hésitez pas dans les commentaires d'ores et déjà à jouer le jeu et à proposer vos titres avec un petit topo. Je connais pas tout, pas tous les fondamentaux de tous les titres, mais globalement ça sera l'idée. Donc on avait ce petit entonnoir ici sur le Nasdaq. Je pars du principe qu'il y a les 4 sorcières, il va y avoir du volume très bien, mais je pars du principe qu'en gros les mecs qui devaient déboucler, ils ont débouclé déjà. Donc il va en rester bien entendu, mais il ne faut pas non plus s'attendre à chaque fois, comme tout le monde dit, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, les 4 sorcières, ça va se cracher, etc. Non, c'est pas automatique, hein, globalement. Ça peut arriver, mais globalement, je pars du principe que le gros est déjà passé, hein. Donc là, on va avoir une petite ouverture en baisse sur les US. Je pense qu'on va venir tester le haut de ce gap, hein, sur les 11 200 points. Et là, il faut réagir. Donc, il n'y a pas trop le choix. De toute façon, bon, le Nasdaq, on le savait, était l'indice qui était un peu plus en retard. Donc là, maintenant, il redégrade. Sous les 11 430, 11 500 points, pour moi, tout ce qu'on peut jouer, c'est du rebond technique. Il faudra revenir au-dessus de ces 11 400, 11 500 points et les tenir pour se dire, ok, on a peut-être sauvé les meubles, et la semaine prochaine se dire, ok, on recontinue de construire sur cette base-là. Et ce n'était finalement que des gros débouclages de position des gros pour finir l'année, parce qu'ils ont besoin de déboucler, de matérialiser les plus-values, les moins-values, et peut-être c'est pour ça qu'on a la volatilité. Ça, on pourra le savoir et le valider que la semaine prochaine, donc avec une capacité de clôturer au-dessus des 11 400, 11 500, et de les conserver et de continuer la semaine prochaine et en repassant les 11 700. C'est que le seul moyen de se dire, voilà, ça redevient positif, et c'était juste un élément, on va dire, temporaire, en l'occurrence, qui était lié surtout au fait qu'on a besoin de déboucler pas mal de positions. Sinon, si le signal est avéré, qui reste un signal de dégradation, incapacité donc de clôturer au-dessus des 11 500, et on enfonce un petit peu la barrière, sous les 11 200, on commencera à grignoter le gap. Est-ce qu'on le fermera en entier, ou est-ce qu'on fera du rebond technique avant? Voilà, typiquement le marché pour moi rentre un petit peu en mode où il peut faire des rebonds, mais qui reste technique tant qu'on n'est pas dans la capacité de repasser sous les 11 500. Ça veut dire qu'on repasse dans une casquette de marché où on est avant tout trader, prendre ce qu'il y a à prendre, plutôt que d'essayer de prendre des positions et de les conserver. Ce qui va m'intéresser, c'est éventuellement cette oblique ici, si on la projette. Est-ce que le marché va s'y intéresser ou pas? Bon, globalement, elle arrive sur la zone des 11 000 points, qui est plus ou moins la fermeture de ce gap ici. Évidemment, je ne fais pas un dessin, ça sera très important de réagir dans cette zone-là, et donc de réagir assez fortement, parce que réagir c'est bien, mais si on n'est pas capable de réagir en repassant les résistances très rapidement, bah, ça valide typiquement, et pour moi ces 3 chandeliers là sont quand même d'ores et déjà méchants, ça valide clairement la dégradation, et qu'il ne vaut mieux pas rester trop devant. Donc essentiellement du trading en attendant de voir ce que le marché peut nous valider. Sur le CAC 40, on a eu la même chose, mais globalement on avait plutôt bien absorbé jusqu'à ce que la regarde arrive, hein. Donc on avait plusieurs éléments, donc on avait parlé des 6006, 6630. À partir du moment où on a lâché ça, il restait les 6580 en fermeture de gap. Et derrière, il y avait ce petit morceau ici sur les 6530. Et pour moi, à partir du moment où on a lâché ça, on accélère tout. Et donc là, on est venu jusqu'à chercher la moyenne mobile 20, qui réagit un petit peu, mais alors c'est vraiment pouillemesque, hein. C'est très petit, donc des aussi faibles réactions que ça veut bien dire que c'est la gueule de bois, ça veut bien dire qu'on est dans du débouclage de position. Donc globalement, voilà, il ne faut pas s'attendre à grand chose de plus que du rebond technique, même si on devait revenir sur les 6530, je veux dire, tant qu'on ne va pas les redépasser, c'est pas top, hein. Donc il faut laisser le temps, inutile de se précipiter. Pour l'instant, on rebondit là-dessus, mais on peut très bien enfoncer et revenir chercher cette ancienne oblique résistance qui devient support sur à la base à peu près des 6380 points. Ça serait bien de conserver ici et de réagir, mais là aussi, ce qui est le plus important, c'est la force dans la réaction que l'on va avoir pour vraiment valider si, voilà, c'est une correction, certes, mais qui est restée, il faut savoir d'où on vient, donc ça reste du prorata, ça ne remet pas en cause toute la tendance encore, ou si on se retape un truc un petit peu comme cet été, où on avait tout retraversé comme dans du beurre, et globalement, on n'avait pas validé l'inversion. Alors là, je donne quand même encore ma petite langue au chat pour moi, parce qu'on avait pas mal retourné, la situation n'est pas totalement similaire à celle de cet été, donc je donne encore un avantage aux acheteurs, mais il va falloir être dans la capacité de tenir cette zone des 6380, 6420, c'est le gros morceau à essayer de tenir.
Et pareil que pour le Nasdaq, etc. Terminer la semaine, hein, clôturer les positions, voir un petit peu la semaine prochaine si en effet le marché se ressaisit, même s'il y aura de moindres volumes, très certainement, mais du coup si on peut valider que voilà, on avait surtout besoin de déboucler toutes les positions et peut-être on peut revenir à quelque chose de plus simple, construit la semaine prochaine. Bon, il faut attendre globalement avant d'en avoir des indications. Sinon, évidemment, si on casse les 6420, 6380 comme dans du beurre, il y a d'autres niveaux de support et notamment cette zone de gap, mais il faudra considérer que si on enfonce un petit peu trop sévèrement, même si ça reste encore du prorata, ça va casser la dynamique, hein, elle est déjà cassée, mais ça va clairement casser la dynamique et, mis à part du rebond technique, ça va empêcher de se projeter très très loin, en tout cas à l'instant où je vous parle. On peut regarder du coup le 10 ans américain, c'est là où c'est intéressant, c'est que ma foi on bouge pas tellement, donc il y a eu pas mal de variations sur les taux, mais ça reste, si vous regardez sur un plan de vue large, sur des unités de temps un petit peu plus hautes, bah, globalement il faut bien aussi à un moment donné respirer. C'est-à-dire que les taux peuvent bien remonter un petit peu, c'est-à-dire les obligations baisser un petit peu, on va rester pour moi dans de la construction. On reste dans de la construction, pourquoi? Ben parce que ça y est, tout est sur la table, on a tout anticipé, on a anticipé les pivots de la Fed, comme je vous l'avais expliqué déjà depuis de nombreux mois, et je vois que ça commence à être repris maintenant par pas mal d'experts. Voilà, il faut comprendre que vous avez plusieurs niveaux de pivots. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le marché a bien acté que voilà, on passe en tendance baissière sur l'inflation, mais maintenant il va falloir voir à quelle vitesse ça va baisser. Comme ça va nous permettre de nous projeter sur à quelle vitesse les tons hawkish là, des différentes banques centrales vont également devoir revenir sur elles. Donc en gros, on va continuer à anticiper, c'est-à-dire que pour l'instant, on broie du noir parce que les banques centrales nous ont dit on va pas être vos amis, mais derrière, si l'inflation et si le ralentissement économique continue de démontrer et d'avoir du plomb dans l'aile, on va se remettre à espérer que les banques centrales ne vont pas aller au bout de ce qu'elles ont expliqué cette semaine. Et globalement, qu'on n'ira pas au bout des 5,10% sur les taux de la Fed, par exemple, et qu'on s'arrêtera avant. Donc du coup, maintenant, le marché en 2023 va jouer en fonction de la pente, de comment c'est raide au niveau du ralentissement économique et au niveau de l'inflation, pour se projeter sur est-ce que la Fed ira au bout de ses relèvements de taux. Si elle va au bout, j'ai encore plus peur sur ma pente raide, inflation, ralentissement économique. Donc, je crois à la récession, donc je me fais du souci sur mes cycliques, etc. Ou au contraire, si ça commence à faire peur à mes banques centrales, les banques centrales qui commenceront à me dire, ok, on va pas aller au bout, on va faire plus que du 0,25% pour l'instant, on va pas aller à 5,10, on va s'arrêter avant, donc on va baisser les dot plots, et du coup, on va un petit peu mettre moins de pression là-dessus. De deux choses l'une, ça peut permettre un rebond à court terme, mais deuxièmement, ça validera une nouvelle fois la décrédibilisation des banques centrales et la peur du marché que la récession va vraiment être dure. Et donc là, on rentre un petit peu dans le phénomène économique où vous avez la baisse des résultats des entreprises, la microéconomie qui prend le dessus sur la macro, parce qu'on se dit que même si la Fed, les banques centrales redeviennent un petit peu plus conciliantes, ça prendra également des mois et des mois avant que ça impacte l'économie, et pendant ce temps, l'économie paye les pots cassés de tout ce qu'on a augmenté en étant réactif et non pas proactif les mois précédents. Et pendant ces mois-là, les entreprises continuent de souffrir. Et donc là, on fait tout l'amalgame globalement entre derrière l'idée de se dire, ok, on est en train de transformer une récession douce, entre guillemets, en récession dure, et potentiellement, elle va durer. Et c'est là où tout s'imbrique, et éventuellement, on casse un truc dans l'économie. Et si vous voulez voir le monde en noir, c'est typiquement le scénario effet domino. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc ce qu'on doit regarder, pour moi, c'est les obligations. C'est les obligations qui vont nous donner un petit peu le là. Et pour l'instant, les obligations, on a fait le rebond, on est dans la tendance baissière. Et donc là, on a la construction. Je veux dire, on peut revenir comme ça, on peut gesticuler globalement. Hein, ça peut durer encore plusieurs semaines. Mais typiquement, ce premier trimestre 2023 sera très important parce que je pars du principe pour moi que ça va être plus un trimestre où on va se chercher, où on va construire. Parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de décider, soit on casse par le haut, soit on casse par le bas, de la suite que veut donner le marché. Si vous cassez par le bas, ça veut dire, oh mon Dieu,
après, après s'être fait chauffer les oreilles pendant 2 ans en mode l'inflation, 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 elle est pas morte, elle va revenir, l'hyperinflation, etc. Ben, on balaye tout ça et on dira, oh mon Dieu, attention, il y a peut-être la déflation qui va revenir, les gars. Si on recasse globalement par le haut, alors j'ai inversé, si vous recassez par le bas, ça veut dire inflation durable parce que c'est les prix des obligations. Donc le prix des obligations baisse, ça veut dire que les taux montent, ça veut dire, oh mon Dieu, on n'arrive pas à résorber l'inflation, donc on doit continuer de monter les taux, etc. Et on va peut-être finir par casser un truc dans l'économie. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que globalement, si le marché a peur de la récession dure, le prix des obligations baisse, donc le prix des obligations monte, donc le taux des obligations baisse à la fin de semaine, ça commence à être dur. Mais globalement aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que autant tout au long de l'année 2022, dès que les taux se détendaient, on se disait bah, chouette, je peux jouer le rebond sur mes valeurs, sur mes valeurs technologiques, etc. Et je suis positif sur l'avenir, je me sens mieux. Si on commence à avoir une pente trop raide à la hausse au niveau du prix des obligations, donc baisse des taux, ça veut aussi dire que le marché commence à anticiper une récession plus dure que ce que l'on croit. Et donc là, les obligations sont recherchées également comme une alternative aux actions. Et donc dans un monde où, à nouveau, il y a plus suffisamment, il y a moins de capitaux, et ben éventuellement, c'est des capitaux qui manqueront au marché action ou qui se retireront du marché action pour aller sur le marché obligataire. Donc c'est ça qu'on est en train de jouer sur le premier trimestre. Je vous ai donné globalement tous les scénarios, toutes les cartes, déjà depuis plusieurs semaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le scénario, il se valide pas du jour au lendemain et paf, on le joue d'une traite. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des éléments de construction. Donc c'est des moments d'hésitation. En fait, c'est des moments où on attend les stats et l'économie maintenant va devoir venir rattraper ce que le marché a anticipé pour que le marché anticipe la suite. Et donc là, pour moi, le fait qu'on ait vendu cette semaine les stats qui étaient bonnes, qui sont dans le sens que l'on veut, les taux également qui montent mais moins fort qu'avant, bah, tout ça en fait, c'est tout ce qu'on a anticipé tout au long de cette année. Et donc, voilà, tout ce qui était en mode espoir a été réalisé. Et donc, en fait, on vend la nouvelle. Très souvent, on achète la rumeur, on vend quand ça se réalise. Et en fait, on joue maintenant la suite et on va jouer la suite. Et cette suite, elle a besoin d'être un petit peu construite. Voilà, j'espère que j'ai quand même été clair, malgré mes petites problématiques d'inversion. Au niveau du pétrole, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est quand même, oh mon Dieu, ralentissement économique, donc on avait cassé les obliques, on revient en rebond, c'est du pullback. Donc on n'a absolument pas inversé la tendance, et là, pouf, on est en train de relancer. Donc là, c'est ce qui valide pour l'instant. Donc moi, je continue de rester quand même haussier, positif sur le pétrole à long terme, mais voilà, à court terme, ce que l'on a, c'est la mise en place de la correction sous le couvert de ralentissement économique un petit peu plus fort que prévu. Et si on veut accélérer le schmilblick et commencer vraiment à parler récession plus que inflation, vous cassez ici les 75, vous allez chercher les 70. Je le rappelle, 60-70 $, c'est toujours un prix du pétrole qui va à tout le monde, mais ça partira dans le narratif récession. Au niveau de l'or et de l'argent, ça va être les mêmes idées, c'est-à-dire certainement un petit peu de construction intermédiaire à valider. Sur l'or, tant que vous tenez les 1730 $, ça serait une construction saine, et ensuite il faudra casser par le haut pour valider ça, pour valider la baisse du dollar. Donc là, on va jouer la baisse du dollar globalement, donc l'aspect récession. Pour le silver, c'est la même chose, sauf que l'argent est un petit peu mieux disposé déjà. Donc ce qui va nous intéresser là, alors ça reste très volatile, mais ça va être d'arriver à conserver au minimum la zone des 21 $. Si on conserve les 22 $, c'est encore mieux. Mais en gros, on a le retournement qui est en train de se mettre en place et on va continuer d'essayer d'aller taper potentiellement la zone des 26. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il me manque mon euro-dollar, hop, ici. Et notre euro-dollar, il nous indique un petit peu la même chose. C'est que c'est génial parce qu'il n'y a même pas 2 mois,
tous les experts, lorsqu'on était à la parité, tous les experts nous expliquaient qu'on allait à 0,80, que c'était la fin de l'euro, que c'était la fin de l'Europe, et tutti quanti. Et là, typiquement, vous voyez, on a fait le break et on a fait en ligne droite. Ça aussi, alors, on n'est pas à l'abri de revenir chercher la zone des 1,08, mais je pars du principe qu'en gros, dans cette zone-là, des 1,6, 1,8, il va falloir quand même construire un petit peu. Et donc un petit peu redonner certainement au niveau de l'euro et construire. Bien entendu, on a toujours la guerre en Ukraine qui est une espèce d'arbitre. Hein. Si on commence à parler pour parler, etc., ça peut évidemment changer un petit peu le timing des choses. Mais globalement, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Je pars du principe que voilà, on a fait un très bon run sur l'euro. Mais dorénavant, je pense que la progression est un petit peu limitée et il va falloir construire un petit peu et revenir, je pense, dans cette zone des 1,03 globalement, construire la suite. Et là aussi, le premier trimestre 2023, c'est un trimestre de construction, certainement, qui nous donnera la suite ensuite pour jouer 2023. Parce que 2023, en fait, on a besoin de ce premier trimestre pour se projeter et nous dire, ok, sur la seconde partie de l'année 2023, qu'est-ce que je joue ? Je joue le fait que on est en mode zen dans mes baisses d'inflation et mon ralentissement économique, c'est d'une manière douce, ça se fait d'une manière construite et douce, ou est-ce que non, je pars du principe, les banques centrales se sont plantées, elles sont en train de se tirer une balle dans le pied et de nous enfoncer encore un petit peu plus, et donc mon inflation et ma récession sont beaucoup plus dures que ce que j'avais prévu, et donc globalement, je passe un mauvais quart d'heure et plus tard, je me projette sur le retour, le changement de veste, le revirement de veste des banques centrales et à ce moment-là, je jouerai mes projections de dire le marché action reprend parce qu'on rejoue le fait que les banques centrales vont injecter. Ce qui sera très important, c'est de comprendre que un revirement de banque centrale, ça se passera certainement surtout par, ok, stopper la hausse des taux, mais au-delà de la baisse des taux et de la vitesse de la baisse des taux que l'on aura plus tard, c'est surtout par le quantitative tightening, c'est par l'arrêt du quantitative tightening et potentiellement si on a des problèmes de crédit, des problèmes de dette qui ressurgissent, etc., le retour du quantitative easing, c'est-à-dire qu'on refait tourner la planche à billets. Et ça il faudra bien apprendre à disconnecter entre la gestion des taux qui peuvent rester assez haut pendant un certain temps, surtout tant que l'inflation ne passe pas en dessous de ces niveaux de taux. Mais ça sera très important parce que comme la Fed ne réagit pas très rapidement, si l'inflation baisse vraiment très très fortement, à un moment donné, ça va se croiser entre les taux de la Fed et l'inflation, ça va se croiser et c'est là où on aura peur et tout le monde ressortira un coup de « oh mon Dieu, la déflation », alors que tout le monde ne parle plus que de l'inflation dorénavant. Donc c'est toujours pareil. C'est toujours quand ça devient évident, et vous le voyez, c'est toujours pareil, quand tout le monde commençait à vous parler du crack de l'euro, que c'est la fin de l'euro, etc., on était là. Hein. Ici, tout le monde, globalement, moi je me souviens, ici tout le monde parlait de la faiblesse du dollar, c'est la fin du dollar, c'est la fin des Américains, etc. On était là. Donc c'est toujours la même chose. Donc faites toujours et prenez toujours en considération que entre les statistiques économiques sur lesquelles se basent tous les experts, et ce que fait le marché boursier, vous avez toujours en gros 6 mois, 9 mois, parce que le marché boursier il est en pure anticipation, et que se baser sur les statistiques économiques c'est très bien, mais le marché lui il est d'ores et déjà dans la projection. Voilà ce qu'on pouvait dire donc cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que c'était le plus clair possible, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez la suite, quel est votre bilan éventuellement de l'année, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les autres vidéos que je sortirai. Je vous lance la seconde partie de la vidéo sur les actions. Et donc, dans cette vidéo-là, dans les commentaires, je vous inviterai à me proposer vos actions, votre top 3, top 5 pour 2023. Même si c'est un exercice compliqué, c'est un exercice intéressant toujours à faire. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!